On nous a longtemps parlé de Gog et Magog de façon mythique, à nous faire croire que ce sont des créatures différentes des êtres humains qui viendront sur la terre à la fin du monde, s'aimer le chaos. Mais et si tous ces récits en fait n'étaient qu'un voile d'illusion qui nous empêchait de voir la réalité telle qu'elle est, qui nous empêchait de comprendre vraiment ce qui se passe dans ce monde. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour savoir qui sont ce peuple, je me suis tourné vers l'eschatologie musulmane, là où leur histoire est racontée avec plus de détails. Dans un hadith, le prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit « Gog et Magog sont descendants de Japhet, fils de Noé. Donc ils ont forcément un lien avec les peuples turco-mongols et sont un peuple bien réel. Et maintenant, écoutons ce que nous dit le Coran à propos d'eux. C'est très important. Dans la sourate Al-Kahf, au verset 94, Dieu nous dit « Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire un barrage entre eux et nous ?» Verset 95, il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi avec vos forces, je construirai un remblai entre vous et eux. » Verset 96, « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez. » Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Et Dhul-Qarnayn érigea alors une barrière de fer et de cuivre pour protéger ses peuples opprimés. La question qu'on se pose aujourd'hui est où est située cette barrière. Dans un récit de Ibn Kathir, un grand savant exégète musulman, il identifie la barrière de Dhul-Qarnayn entre la mer Noire et la mer Caspienne, exactement là où vivait un peuple dont les attributs et les caractéristiques sont similaires aux descriptions de Gog et Magog. Le peuple Khazar. Et qui sont-ils? Un peuple sauvage et incontrôlable qui s'est établi au 7e siècle de notre ère grâce à plusieurs succès militaires sur les Sassanides. Ils vont à l'encontre du califat établi en Ciscaucasie, qui est l'actuel Caucase aujourd'hui, pour empêcher toute évasion arabo-musulmane du sud de la Russie. Il y a eu plusieurs siècles de conflits arabo-khazars au cours des premières années de l'expansion militaire du califat. Ce n'est qu'au 8e siècle que les Khazars mettent fin au règne du califat pendant une bataille, stoppant l'avancée de l'islam dans le nord. L'empire est à son apogée, contrôle les routes commerciales de façon stratégique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Il contrôle un vaste territoire équivalent aujourd'hui à la Russie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Arménie et le Kazakhstan occidental. Alors le Khaganat khazar devient une puissance régionale. Une partie d'entre eux se convertit au judaïsme. Ensuite, ils établissent le judaïsme comme religion d'État. Et vous saurez pourquoi dans la suite de la vidéo. Ils règnent jusqu'à la fin du Xe siècle, où l'empire est affaibli par les multiples offensives des Byzantins et des princes russes. L'empire cède face aux multiples attaques des Pechenègues qui revendiquaient leur territoire et l'alliance byzantine avec les princes russes. Et ce fut la fin de l'empire khazar, mais pas la fin de leur plan de domination mondiale, ni la fin de leur civilisation, parce qu'une grande partie du peuple khazar a survécu. Sachant qu'entre le 8e et le 10e siècle, une partie du peuple kouman et de la Horde d'or des Mongols se sont déplacés vers le reste du monde fuyant les guerres. Ils se sont juste adaptés, intégrés au monde moderne. Ils ont infiltré toutes les structures de pouvoir depuis des siècles pour mieux tirer les ficelles tout en restant dans l'ombre. Et sont-ils parmi nous ou pas? Dans un récit rapporté par Ibn Kathir, il est décrit un peuple si nombreux que lorsque leurs avant-gardes boiront l'eau du Tibériade, qui correspond au lac du Tibériade en actuelle Palestine, et leurs arrière-gardes arriveront et diront « il y avait de l'eau ici autrefois ». Et cela évoque leur capacité de consommation de ressources, et aussi de leur nombre important. On nous dit dans ce récit que lorsque leurs avant-gardes arriveront, ils boiront tout l'eau du lac du Tibériade, qui se situe aujourd'hui en Palestine. Ce qui nous amène à comprendre qu'ils arriveront en plusieurs groupes ou que ça va se passer sur plusieurs générations. L'eau ici symbolise les richesses, les ressources de la terre de la Palestine. Et pour comprendre où je veux en venir, je vous invite à suivre cet extrait de vidéo.
Les paysans arabes qui voient arriver les premiers immigrants juifs ne se doutent de rien. Ils vivent dans un système féodal séculaire. La terre appartient à des notables, au sultan ou à des familles de Damas et de Beyrouth. Bédouins et paysans ne possèdent rien. Ils vivent de la terre. Ils sont chez eux dans leur village. Mais tout cela va changer. Théodore Herzl. Il est né à Budapest, a grandi à Vienne et il est journaliste. Après l'affaire Dreyfus, il écrit « Si même la France des Lumières veut la mort des Juifs, alors il faut que nous ayons une terre à nous, un État dont nous serons les maîtres. » En 1897, il préside le premier congrès sioniste en Suisse. Il crée les structures d'un appareil politique efficace. Il s'est donné 50 ans, pas plus, pour réussir à fonder un État juif. Les sionistes ont maintenant une banque, une presse en plusieurs langues et une organisation mondiale dont la tâche essentielle sera d'acheter des terres en Palestine. Les acheteurs du Fonds national juif paient comptant, sans marchander. Ils ne ressemblent pas aux juifs du pays, leurs idées sont étranges, mais ils achètent toutes les terres qu'on leur propose, qu'elles soient fertiles ou rocailleuses. Leur contrat stipule qu'une fois devenue la propriété du peuple juif, la terre ne doit être travaillée que par des juifs. Une clause spéciale ajoute qu'elle doit être livrée vide d'habitants. Pour moi, cet extrait de vidéo confirme les propos de Ibn Kathir. Comme on l'a vu, ils sont arrivés de façon stratégique, ont acheté des terres, ont créé des écoles, ont pris les villages, les villes, les ont vidés de leurs habitants et voilà, ont créé un État israélien. Et je viens avec une vidéo plus qualitative et avec plus de détails pour vous expliquer avec plus de preuves comment ils ont procédé et avec l'aide de qui ils sont rentrés sur ce territoire qui leur avait été interdit. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo et à la partager. Merci.